La flambée des locations saisonnières est en train de totalement déstabiliser l'offre de l'habitat. Puis de nouvelles restrictions pour les propriétaires. Sur la location de meublés touristiques et à faciliter leur contrôle. La loi anti-Airbnb a été votée le 7 novembre. On va donc en parler dès maintenant dans cette vidéo. On va voir ensemble ce qui va changer pour nous, loueurs en courte durée ou sous-loueurs professionnels dès le 1er janvier 2025. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas, je suis sous-loueur professionnel et loueur en courte durée depuis maintenant 2017. Si tu es intéressé pour créer ou développer un business de location courte durée ou de sous-location professionnelle, sous cette vidéo, tu trouveras un ensemble de contenus gratuits qui pourront t'aider à créer et à développer ton business de location courte durée ou de sous-location professionnelle. Donc maintenant, on va passer sur la loi anti-Airbnb qui a été votée le 7 novembre 2024. Aujourd'hui, ça représente un tournant majeur pour nous, loueurs et sous-loueurs professionnels. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 modifications majeures qui ont été mises en place. La première, c'est sur la fiscalité. La seconde, c'est sur le pouvoir donné aux maires. Et la troisième modification, c'est sur le pouvoir donné aux copropriétés. Et on va donc voir ça en détail. Sur la fiscalité, premièrement. Donc ça concerne ceux qui sont en location meublée. Ça ne concerne pas ceux qui sont en SCI/LIS ou à l'impôt sur la société via toute forme d'autres sociétés. Donc pour ceux qui sont en meublé. Pour les meublés non classés, l'abattement fiscal est passé de 50% à 30% avec un plafond de 15 000 euros. Pour les meublés classés et les chambres d'hôtes, on est passé d'un abattement de 71% à un abattement de 50% plafonné à 77 700 euros. Donc là, lorsqu'on parle d'un plafond de 15 000 euros ou ici un plafond à 77 700 euros, on parle bien d'un chiffre d'affaires reçu via vos locations courtes durée. Donc aujourd'hui, regardez bien si vous dépassez ces seuils-là, en fonction de si vous êtes classé ou non classé, vous serez obligé dans ces cas-là d'avoir une imposition au réel parce que cette fiscalité qui vient d'être modifiée, c'est l'imposition BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. Donc aujourd'hui, allez voir votre expert comptable si vous avez un doute sur comment vous allez être fiscalisé à partir du 1er janvier 2025 par rapport à vos revenus que vous percevez en location meublée sur l'ensemble de vos locations courte durée. Et aujourd'hui, avant de passer au pouvoir des maires, ayez en tête que si dans vos locations meublées, vous avez des logements qui sont loués à l'année à des étudiants en coloc ou autres et des locations courte durée, c'est l'intégralité de revenus qui sont pris en compte. Ils vont pas distinguer d'un côté vos revenus location courte durée et de l'autre l'ensemble des autres revenus meublés. Ça va vraiment être l'intégralité de vos revenus. La deuxième modification la plus importante pour moi, c'est le pouvoir des maires. Aujourd'hui, les maires ont énormément de pouvoir supplémentaire qui leur est donné et on va voir ça ensemble. Dans cette loi anti-Airbnb, on permet aux maires de pouvoir réduire, c'est pas une obligation, c'est une possibilité. Les communes auront désormais la possibilité, sur décision motivée, de réduire la durée maximale de location touristique des résidences principales de 120 jours à 90 jours par an sur leur commune. Donc aujourd'hui, lorsque vous faites de la location courte durée avec votre résidence principale, vous pouvez louer au maximum 120 jours par an. Mais là, certaines villes pourront, si elles le souhaitent, passer cette durée à 90 jours. Il y aura aussi la possibilité pour les maires d'instaurer un quota. Donc les municipalités pourront instaurer des quotas pour les autorisations de meublé tourisme. Donc quand on dit meublé tourisme, c'est tout ce qui est location courte durée, location saisonnière, Airbnb, sauf qu'officiellement ça s'appelle des meublés de tourisme. Et ces mesures seront applicables donc dans les zones tendues et dans les communes comptant plus de 20% de résidences secondaires. Maintenant, il y a aussi une exigence énergétique
énergétique qui a été mise en place. Donc aujourd'hui, il y a le DPE qui est obligatoire pour les meublés de tourisme en zone tendue. Aujourd'hui, les DPE devront être classés F pour 2025 ou E pour 2028 dans les zones tendues. Et pour tous ceux qui ne sont pas en zone tendue, c'est à partir de 2034 que les meublés de tourisme devront être classés entre A et D. Aujourd'hui, ça veut dire que les propriétaires dans les zones non tendues ont 10 ans pour se mettre en conformité. Donc on voit bien l'instauration des quotas et l'exigence énergétique, c'est surtout les zones tendues qui sont impactées là maintenant à court terme ou qui pourront être impactées parce que les municipalités, sur l'instauration du quota, ce n'est pas une obligation. Par contre, sur l'exigence énergétique, c'est une obligation de mettre en place ça à partir de 2025 et 2028 pour les zones tendues et d'ici 2034 pour les zones non tendues. Donc comment les villes vont pouvoir voir si votre DPE énergétique est mis en place correctement en fonction de la loi, c'est tout simplement qu'à partir de mai 2026, toutes les villes devront mettre en place des numéros d'enregistrement, donc qu'ils soient petites villes, moyennes villes ou grandes villes. Donc aujourd'hui, il y a déjà des villes qui mettent en place des numéros d'enregistrement. Et là, à partir de mai 2026, toutes les locations touristiques devront être déclarées en mairie avec un numéro d'enregistrement obligatoire. Cela permettra aux maires de mieux connaître et réguler leur parc locatif et de contrôler le respect des normes et notamment les performances énergétiques. Pour avoir ce numéro d'enregistrement, il faudra mettre tout simplement, je pense, sur une plateforme notre DPE et voir si tout simplement notre DPE est bien en conformité avec la réglementation en fonction si vous êtes en zone tendue ou en zone non tendue. Donc les maires pourront même suspendre le enregistrement en cas de danger pour le logement. Et évidemment, si vous ne mettez pas en place tout ce qui est demandé, il y aura des amendes en cas d'infraction. Donc les maires pourront infliger des amendes entre 10 000 et 20 000 euros. Donc soyez très attentifs par rapport à tout ça. Il y a également pour les maires une extension des règles de changement d'usage. Dans les communes qui ont actuellement le changement d'usage, les communes pourront également, donc pourront, ce n'est pas une obligation, également étendre les règles de changement d'usage aux locaux non résidentiels comme les bureaux afin de limiter leur transformation en location touristique. Donc vous avez vu, dans les zones notamment tendues et donc aussi dans les grandes villes, en l'occurrence, même si toutes les zones tendues ne sont pas des grandes villes, il y aura des règles à mettre en application qui vont être assez restrictives. C'est aussi pourquoi que j'amène énormément d'entre vous à aller sur les petites et moyennes villes, car vous le voyez bien, les restrictions sont moindres parce qu'aujourd'hui, cette loi anti-Airbnb, elle est surtout pour contrer, en tout cas d'un point de vue politique, c'est leur version, c'est de dire qu'il y a trop de Airbnb dans les grosses villes et donc ils veulent freiner cette émancipation. Il y a donc une troisième modification qu'il faut avoir en tête, c'est aussi le pouvoir des copropriétés qui là aussi, pour moi, c'est un enjeu crucial. Autant la fiscalité, vous allez voir, la plupart d'entre vous, vous êtes en bénéfices industriels et commerciaux à travers du réel. Donc, ça veut dire tout simplement que la fiscalité qui a évolué ne va pas trop vous impacter, voire pas du tout vous impacter. Surtout aussi que certains d'entre vous sont également à l'IS, donc ça va pas du tout vous impacter. Par contre, le pouvoir donné aux maires et le pouvoir donné aux copropriétés, là, va évidemment vous impacter, notamment surtout si vous êtes dans les grandes agglomérations ou dans les zones tendues. Donc, le pouvoir des copropriétés. Aujourd'hui, il y a une modification des règlements de copropriété qui est possible. À partir de maintenant, les règlements de copropriété pourront être modifiés à la majorité des 2/3, alors qu'aujourd'hui, c'était à l'unanimité, pour interdire les locations de meublés de tourisme. Cela s'applique par contre uniquement aux copropriétés avec une clause d'habitation bourgeoise qui interdit les activités commerciales. Donc ça, c'est extrêmement important. Regardez votre règlement de copropriété. Est-ce qu'il y a une clause d'habitation bourgeoise qui est présente? Si c'est le cas, dans ces cas-là, une modification du règlement de copropriété pourra être mise en place à la prochaine Assemblée générale et votée aux 2/3 des copropriétaires. Mais si vous n'avez pas de clause de bourgeoisie dans votre règlement de copropriété, dans ces cas-là, il n'y aura pas de modification possible du règlement de copropriété aux 2/3 des copropriétaires. Et pour les nouveaux règlements de copropriété, donc c'est souvent pour les créations des nouveaux bâtiments, tout nouveau règlement de copropriété devra préciser explicitement si la location de meublés de tourisme est autorisée ou non. Parce que vous le voyez bien, aujourd'hui, dans les règlements de copropriété anciens, ce n'est pas explicite et c'est ce qui fait d'ailleurs des litiges judiciaires à certains moments. Et donc, c'est l'obligation maintenant pour les nouvelles copropriétés qui se forment, avec donc les nouveaux règlements de copropriété, d'indiquer clairement si la location courte durée est autorisée ou pas. Il y aura aussi l'obligation d'informer le syndic. Donc,
les propriétaires et locataires qui souhaitent faire de la location courte durée devront informer le syndic. Le syndic n'a pas à donner son autorisation, c'est une information. Donc ça, c'est important de l'avoir aussi en tête. À partir du 1er janvier 2025, tout logement que vous allez lancer en location courte durée, vous allez devoir informer votre syndic que vous faites de la location courte durée dans l'immeuble où vous faites tout simplement cette location courte durée. Évidemment, si vous n'êtes pas en copropriété, toute cette partie-là ne vous concerne pas. Si vous êtes monopropriétaire d'un immeuble ou d'une maison ou autre, vous n'êtes pas concerné par cette partie-là. Donc aujourd'hui, pour moi, la conclusion, elle est claire par rapport à ça. C'est que il faut voir ça aussi comme une opportunité de se développer dans les petites et moyennes villes. Aujourd'hui, dans les petites et moyennes villes, souvent, ce sont des zones non tendues. Ça va devenir des marchés attractifs pour la location courte durée parce que ces zones bénéficient tout simplement de moins de restrictions légales tout en ayant une demande de plus en plus croissante de voyageurs cherchant tout simplement des destinations touristiques différentes. Et aussi, dans ces villes-là, petites et moyennes, ce sont des villes où il y a un bassin économique qui se développe. C'est pour ça que j'amène souvent mes élèves à regarder autour d'eux, notamment les sous-préfectures qui sont autour d'eux, pour développer leur location courte durée ou leur sous-location professionnelle dans ces sous-préfectures, parce que souvent ces sous-préfectures, ce sont des zones non tendues, qui sont considérées comme des petites ou moyennes villes, c'est-à-dire des villes entre 20 000 habitants et 100 000 habitants. Donc regardez autour de vous les sous-préfectures parce que dans ces sous-préfectures, il y a de l'attrait à la fois touristique et économique qui amène à ce qu'il y ait de l'attractivité pour vous en ayant des voyageurs et surtout, ce sont souvent des villes où il y a beaucoup moins de restrictions parce que comme on l'a vu précédemment, notamment sur le pouvoir donné aux maires, et surtout dans les zones tendues et dans les grandes villes, que les maires vont mettre en exécution les outils qui leur sont mis à leur disposition. Et aussi, pour ceux qui veulent non pas faire de la sous-location professionnelle, mais investir en achetant des appartements ou des immeubles, pour moi, le potentiel de rentabilité dans ces zones est renforcé par des coûts d'acquisition ou aussi d'ailleurs même de loyer de sous-location par rapport aux grandes métropoles qui sont beaucoup plus intéressants. Donc les investisseurs ou les sous-loueurs devraient trouver des opportunités bien plus croissantes et durables dans, pour moi, ces petites et moyennes villes. Donc je vous invite aujourd'hui, si vous voulez vous développer dans la sous-location professionnelle ou la location courte durée, à viser des petites et moyennes villes et vous allez voir que vous allez pouvoir derrière, malgré cette loi anti-Airbnb, pouvoir avoir énormément d'opportunités parce que c'est là où il y a une grosse attractivité qui va se créer par la suite ou qui se crée déjà et surtout c'est là où il y a le moins de contraintes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas également à mettre des commentaires sur des choses sur lesquelles vous ne seriez pas d'accord, sur des choses sur lesquelles vous n'avez pas compris. Je réponds à tous les commentaires et n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient être intéressés concernant la loi anti-Airbnb qui vient de passer, avoir plus d'informations et de précisions. Donc n'hésitez pas également à la partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.